On passe à la pièce qui, pour moi, personnellement, c'est un mystère. Oh, la pièce mystère! La pièce mystère. En fait, c'est la cuisine, donc il n'y a rien de mystérieux, mais c'est la pièce qui est juste en face de l'entrée. Et quand on rentre, on va voir les foyers. C'est une pièce très grande pour qu'est-ce que c'est la cuisine comme telle. En plus, c'est une pièce aussi qui nous démontre le statut de la famille parce que c'est fait, la décoration extérieure, c'est fait avec des briques, un matériel que même aujourd'hui, on ne fabrique pas dans la zone. Donc, il faut l'apporter, je ne sais pas exactement de où. Mais la famille était aisée pour faire un foyer très grand et faire la décoration en dente là, dans la partie supérieure, qu'on peut voir dans les briques, mais que c'est un modèle qu'on les voit répéter dans les manteaux en bois. Ils ont laissé l'espace pour recevoir des tuiles céramiques avec la décoration des 4 saisons, mais ils n'ont jamais arrivé où ils sont arrivés. Ils étaient défectueux, c'était pas la bonne mesure. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé avec cette pièce, mais on a eu des bénévoles qui nous ont fait des belles toiles pour ça. Notre pièce mystère, c'est cette armoire-là. En fait, c'est une armoire de sacristie en orme blanc. Donc, c'est très intéressant parce que l'orme, il y a une maladie, qu'on dit la maladie de l'Hollande. Aujourd'hui, ça serait très difficile, par exemple, d'avoir cette essence-là. C'est récupéré d'une sacristie et on ne sait pas exactement d'où est-ce qu'il vient, mais le fait que Philippe, le fils aîné, était un curé, que sa fille, Marianne, a toujours été sa sacristaine, et que même Eva, dans un moment donné de sa vie, a travaillé pour la paroisse de Fougerville, nous fait penser que probablement sont une de ces 3 personnes qui les fait venir et qui les fait couper les pattes pour qu'il reste un meuble plus adéquat à la cuisine. Donc, du coup, ça reste mystérieux. Ça reste mystérieux, mais ça finit pas là. Ça finit pas là. Ça finit pas là. OK. Dans le comptoir, les gens, souvent, ils disent « Ah, c'est vraiment petit. » Et c'est beau. C'est vraiment beau. C'est vrai, parce que là, tel que je suis pas. C'est ça. Même moi, que je ne suis pas trop grande, je suis très grande pour ce comptoir-là. Souvent, il y a plusieurs théories. C'est un peu comme des conspirations. C'est quoi la première théorie? La première théorie, c'est que les gens étaient plus bas à l'époque. C'est vrai, les gens étaient plus bas, mais pas aussi bas. Pas aussi bas que ça. Pas aussi bas que ça. Parce qu'aujourd'hui, un enfant de 10 ans, il a déjà dépassé l'auteur de ce comptoir-là. Ils disent « Ah, c'est parce que les madames étaient souvent enceintes. » Bon, il faut penser que Madame Eugénie Talbot, il y a eu 9 grossesses. 9 grossesses. Donc, dans un moment donné, tu es très fatigué, tu viens t'asseoir. OK. Ça, c'est la deuxième théorie. Ça, c'est la deuxième théorie. La troisième théorie, c'est que les enfants ils étaient moins protégés qu'aujourd'hui, donc ils vont travailler ensemble avec la maman. Mais les enfants ils grandissent, donc tu ne peux pas penser seulement pour l'aide que tu vas recevoir de tes enfants. Si on regarde la fenêtre, comme toutes les fenêtres de la maison ont une hauteur, car cette maison a été dessinée pour un architecte. Donc, c'est l'auteur de la fenêtre pour pouvoir l'ouvrir, pour qu'il ne brise pas le restant de la maison ou qui nous marque l'auteur du comptoir. Et aussi qu'aujourd'hui, tous les meubles sont des études d'ergonomie qui, à l'époque, existaient déjà. Sauf qu'ils n'étaient pas mis comme quelque chose de standard comme aujourd'hui. OK, voilà. La pièce mystère est résolue. Intéressant. Tu as trouvé quand même beaucoup de réponses aux questions que je me posais. Donc, on a la cuisine. Mais toi, la théorie qui te convient le mieux, c'est laquelle de tout ce qui a été dit? La fenêtre. La fenêtre. L'auteur de la fenêtre. L'auteur de la fenêtre. Et qui n'ont pas mis en marche la standardisation de l'ergonomie. C'est ça. Donc, s'ils voulaient élever le niveau de la cuisine, c'est sûr que la fenêtre allait... Il aurait fallu la changer des places. C'est peut-être dans l'autre mur qu'on a à l'arrière. À l'arrière. Ouais. Donc, ils ont voulu respecter ça. Parfait. Ouais. Ça fait beaucoup plus cette théorie-là. Nathalie, où est-ce qu'on est maintenant?
on est dans une rallonge. Et cette pièce-là, il a toujours été là, ça existait, mais pas comme aujourd'hui vous la voyez. Donc, qu'est-ce que la municipalité de Geek, avec tous les bénévoles qu'on fait, c'est la mettre comme les restants de la maison. Okay. D'ici, Madame Eva Bruin et probablement son père, il y avait accès à la cave. C'était pas une pièce pour vivre. Pour vivre. C'était une pièce de rangement. C'était une pièce d'arrangement ou pour garder les choses qu'on ne veut pas que ça voit tout le temps. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est suivre les patrons de la maison et on fait les murs comme à l'époque, les plafonniers aussi. Et on a récupéré les meubles de jardin de la famille. Donc, des meubles en rotin, c'est des années 20, qui ont été un peu partout dans la maison, mais finalement, ils restent ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on offre? C'est la possibilité de voir l'exposition permanente du patrimoine bâti des Geeks. Donc, au début de la colonisation, au début du village des Geeks, le Geek, c'est le 12e village plus vieux de Témiscamingue, donc de la Abitibi-Témiscamingue, mais c'est aussi le canton les plus vieux. Il est devenu canton avant les autres. Et on peut voir la démarche de ce que serait un village ou les villages de colonisation. Donc les maisons souvent, évidemment, en bois, des maisons carrées, différentes grandeurs. Il est plus triste aussi pour le village de San Bruno de Geek, c'est par exemple que la plupart des maisons bâties qu'on peut voir dans cette photo-là, ils sont disparus. Okay. C'est, entre les autres, c'est par exemple l'école chapelle qu'on avait jusque dans les côtés sud de la maison. Et elle a disparu. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on a, c'est la cloche qui est dans la nouvelle église. Mais c'était une école chapelle qui faisait plusieurs fonctions. Église, le dimanche, école, tous les jours de la semaine, mais aussi quand Geek devient municipalité, c'est là que se fait le conseil municipal. Donc ça sert à plusieurs choses. On a perdu aussi la maison de l'homme qui jouait les cloches. OK, il était juste à côté, hein, lui. Les Bédos. C'est donc la maison de Bédos, on l'a perdue aussi. Et on a perdu aussi l'école normale, mais aussi les pensionnats qu'il y avait à Geek. Pensionnat, ouais. Okay. C'est une école surtout pour continuer à étudier. Les gens qui vont y aller plus tard dans les universités, par exemple. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'ici, on peut voir un drapeau. C'est le drapeau de quel pays, ça? C'est le drapeau de quel pays? Ben, c'est difficile de savoir parce que c'est en blanc et noir. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est la France, mais on voit que les tonalités sont différentes. Non, c'est il y a des gens qui disent que c'est l'Irlande, mais l'Irlande, c'est un vertical et pas un horizontal, les franges. Mais cette année, on a un visiteur, parce que les visiteurs, des fois, sont le visiteur grouille, hein? Oui, grouille. Et dit, moi, je pense que c'est le drapeau des... comment est-ce qu'on dit ça? On va appeler le visiteur. Oui, on va appeler le visiteur. Des patriotes. Des patriotes. Des patriotes. Et on est pas mal sûr que c'est ça parce que c'est l'époque. Donc, c'est dans les années 10 du 20e siècle, il y a un mouvement clairement patriotique dans ce moment-là. Donc, probablement M. Bruin. Et la maison se trouvait où, ça, si je m'imagine ici? Ça, c'est la maison Bruin. La maison Bruin, OK. À côté, vous pouvez voir l'école chapelle. Et, par exemple, cette maison qu'il y a, toutes les autres sont disparues, mais les maisons qu'il y a vers le nord sont encore là. Et vous les pouvez voir dans cet coin. Et seulement pour faire référence, ce sont des maisons qui ont appartenu à ma belle famille. Oh, OK. Oui. Donc, l'histoire de ma famille politique se retrouve dans cette petite coin-là. C'est beau, ça. Merci. Donc, on est avec la bonne personne, en tout cas. Et de ce côté... De ce côté-là, c'est seulement une décoration. C'est une décoration. OK. Aucun meuble... sont quand même des années... sont des objets, par exemple, du début du 20e siècle, un poêle de
au début du 20e siècle, plus une cuisinière et un frigo. Toute la décoration en chrome, la tête de lion, le miroir en argent, pour toute la porcelaine, ça nous donne une idée du niveau social de la famille qu'il y avait cette cuisine-là. Elle, on la voit peut-être aujourd'hui comme quelque chose de vieillot, pas quelque chose de très bon. Mais par contre, c'est très intéressant. Il n'y a pas seulement les 4 rangs pour cuisiner, sinon qu'il y a un espace pour déposer les outils, 2 fours et 2 tiroirs qui peuvent suivre à différentes choses, comme arrangement. Ça, c'est un four. Ici, de l'autre côté, on a le 2e four. Les tiroirs arrangement, en fait, il faudrait... Oui. On sait que ça date de l'époque. OK, mais... Des tiroirs arrangement, parce qu'à l'époque, s'il veut des réchauds. Okay. Donc, pour les choses que la cuisson a une température moins élevée, on peut les mettre là. Plus les frigos. Le frigo aussi. Oui. Ça représente quoi? Ça, c'est un tricycle. Ça, c'est un objet décoratif. Okay. Mais les enfants, souvent, ils les voient, ils veulent jouer. Mais ça donc, c'est pas... c'est juste pour la décoration. C'est seulement pour la décoration. Merci Nathalie. En tout cas, on a fait le tour avec tout ce qu'on a vu ici, ces objets qui datent de l'époque. Ouais. C'est beau. Où est-ce qu'on va maintenant? À l'étage. C'est un étage avec 4 chambres à coucher, plus un boudoir. Okay. Dans un boudoir, qu'est-ce qu'on fait? On boude, c'est sûr. Mais ici, on sait que Eugénie Talbot a gardé les contacts avec sa famille. Okay. Donc, son père et sa mère, monsieur Eugène Talbot et Selina Price. Le plus intéressant de cette famille, comme je vous avais dit tout au long de la visite, que c'était une famille très aisée à l'époque, c'est qu'elle devient d'une famille très importante. C'est son grand-père, Louis Séphérin Price, c'est une des premières maires de la ville de Priceville. C'est probablement à cause de cette famille que la ville est nommée comme Priceville, parce qu'à l'époque, c'était Saint-Eusèbe de Saint-Foll. On voit aussi à sa sœur, Sœur Marie du Refuge, qui sera la directrice de notre pensionnat. Okay. Je vous avais dit, on n'a pas les pensionnats, on n'a pas physiquement les pensionnats, mais par contre, tous les matériels, oui, parce que Samuel Odeguy qui a fait la construction de son aréna avec tous les bois qu'il y avait dans le pensionnat. Un pensionnat qui était pour 60 élèves. Donc, c'est déjà intéressant. Je vous présente une chambre où à peu près toute la famille est représentée. OK. Donc, à l'époque, c'était une chambre à coucher. Hein. À l'époque, c'était une chambre à coucher. Dans la maison, il y a 2 grandes chambres, 2 petites chambres. Et elle, c'est une grande chambre. Ici, on sait que les garçons, ils vont dormir, mais il faut penser que les garçons sont les 3 enfants plus vieux. Ou dans les 4 premières, 3 sont dans les plus vieux. Donc, quand ils vont commencer à étudier, ils vont partir rapidement. Les chambres, c'est l'hiver. Et sont des autres frères, des autres sœurs qui vont prendre la place. Le plus intéressant pour moi, c'est, vous disiez, Thomas, c'est beau, moi, je suis en amour de son frère, Philippe. Nathalie se confesse, elle dit, Philippe, le frère de Thomas. Philippe, c'est dans mon goût. Je l'enlèverai un peu la moustache, mais bon. C'est correct, sa face. Oui, c'est vraiment. C'est quelqu'un qui, dans l'histoire, dans la vie de Thomas, il y a une grande importance. Il s'est déplacé de Liverpool, New York Geek, pour venir à retrouver son frère. C'est tout... un parcours, hein, ça montre qu'il avait beaucoup d'affection et d'amour pour son frère. Pour lui, c'était important. Et c'est quelque chose qu'il devait faire. C'est quand il a manqué tes chances, mais il a la possibilité de le faire un peu plus tard, il l'a fait. Et toutes les lettres qu'on a gardées de lui, qui ont resté dans la famille, sont vraiment touchantes. C'est vraiment, on dirait, quelqu'un qui est presque un poète, là. Wow. Donc, oui, c'est pour ça peut-être que j'ai tombé en amour. C'est tellement découvrant. Mais ne le dites pas à personne, s'il vous plaît. On ne le dit à personne. Par exemple, Nathalie et moi, on ne parle à personne. Ça reste, ce qui se dit ici, reste ici. Qu'est-ce qui se passe dans mes brûles? Ça reste dans mes brûles. On n'en parle pas ailleurs. Hein?
C'est bon. C'est bon. Et comme je vous ai dit, dans cette chambre-là, toute la famille est représentée. Premièrement, on a une bibliothèque. Ce sont des livres qu'on a trouvés dans les greniers, la plupart d'entre eux. Et ça nous dit un peu qu'est-ce que la famille a lu, qu'est-ce qui a... quels sont ses intérêts? Ses intérêts, oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Oh, j'ai eu des livres de tel frère ou telle sœur de la famille Bruin. » Donc, mais bon, ça nous donne une idée de comment culturellement il était cette famille-là. On a aussi des papiers les différents business que M. Bruin a touché. Donc, il a vendu des machineries pour les fermes, il a vendu de toutes sortes de produits pour se nourrir, des voitures. Il était représentant de Massey Ferguson. Donc, il était le compétiteur qu'on a aujourd'hui à Geek, c'est John Deere. Ça, ce sont des vrais billets, hein? Oui, ce sont des vrais billets. On va les... Mais c'est sûr qu'on ne peut pas les utiliser aujourd'hui, hein? Si on va à la banque... Probablement la banque qui va nous les changer. OK. Le $100 de l'époque, il prend $100 encore aujourd'hui. Non, je pense pas. Ça d'être plus. Pour un collectionniste, probablement. Je vous vois, je vous connais. Faites attention. Les questions que vous posez ne sont pas très correctes. Mais pourquoi tu veux savoir si le $100 de l'époque... Oui, j'étais pas... Je commence à être méfiant. Ce tableau-là va rester là longtemps. C'est pas que je voulais te dire. Je ne sais pas la valeur, mais peut-être que ce serait un exercice à faire. À demander. Hein, à demander. Ça va nous aider aussi. Oui, c'est. Imagine-toi, on part avec les... Mais si par exemple tu expliques ça aux visiteurs que le $100 de l'époque représente aujourd'hui $1000, ce seul billet représente $1000, quand tu vas calculer tout de suite. Ouais, c'est ça. Disons que c'est ça. Ça va rester secret. Qu'est-ce que ça passe demain? Ça reste. On ne parle pas ailleurs. Ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des choses à dire. Dans ce tableau-là, dans les deux tableaux, on peut voir un peu les voyages de M. Bruin, de Thomas Bruin, de Liverpool au Canada. Les villages, quand il commence, on peut voir sa maison et sa force, qui est juste à côté, dans le côté nord de la maison. Mais ici, on peut voir, parce qu'il a eu un bateau, un Nail Lake, où il transportait de la marchandise et à l'occasion des gens, si c'était nécessaire. Donc, sa vie comme monsieur d'affaires ou homme d'affaires a commencé à Arthabasca. Il est venu à Saint-Bruno-de-Guic. Et de Saint-Bruno-de-Guic, c'est surtout dans les côtés ontariens. On est chanceux, on est juste à côté. Ici, à Saint-Bruno-de-Guic, c'est seulement les lacs qui nous séparent, disons. Donc, le fait qu'il connaissait autant l'anglais que le français, pour lui, c'était beaucoup plus facile de faire des business qui en arrivaient même aux États-Unis. C'est un peu pour nous dire les parcours de M. Thomas Bruin. Très beau parcours. On est dans la chambre de maître, donc la 12e chambre grande de la maison. On voit que la grandeur du lit, autant en largeur qu'en longueur, c'est pas les mesures d'aujourd'hui. Les gens étaient plus petites, oui, mais probablement les habitudes de dormir n'étaient pas de la même façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin d'espace. Probablement, à l'époque, c'est plus. C'est cela. C'est pour ça qu'il y avait plus. C'était beaucoup plus proche. Oui, tu vois, l'ange, oh mon Dieu, encore. C'est l'ange qui... Oh, OK. OK. Lui, père. Ce que je fais ici. Ce tableau, est-ce qu'il date de l'époque de Bruin? Oui. Ce tableau était là? Oui, ce tableau était là. C'est pas nous qui l'a fait. Okay. La seule chose qu'on a rajouté, nous, c'est un berceau. Un berceau. Donc, c'est encore un cadeau de la famille Talbot. Okay. Qu'est-ce qu'on ne sait pas exactement, si c'est un cadeau de noces ou c'est un cadeau qu'ils ont fait plus tard. Okay. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est un meuble où on peut voir les deux niveaux. Le niveau de la famille Talbot et en venant à la famille Bruin, les deux niveaux. C'est un peu comme les mettre à son hauteur. C'est clair.
C'est un meuble en bois massif, normalement des ormes, mais qui a été plaqué. Tout ce que vous voyez sont des essences qui viennent de l'Afrique ou qui viennent de l'Amérique hispanophone, normalement. Donc, il y a des détails qui vont nous parler, c'est comme les petits boutons qu'on voit dans la partie supérieure de la tête du lit, on le voit aussi dans la partie supérieure de la tête de la commode. Ça, c'est la rose d'Angleterre. Okay. Donc, c'est un meuble avec une grande influence anglaise. Les essences qui viennent de l'Afrique sont l'acajou. OK. Donc, on retrouve de l'acajou sur... On retrouve l'acajou et on retrouve aussi les sapellis. Les sapellis et l'acajou sont les mêmes arbres, sauf qu'en différents continents. Celle de l'Afrique, ça va nous donner un bois beaucoup plus dur, beaucoup plus foncé, beaucoup plus riche, on va dire en veinage, pendant que celui de l'Amérique, c'est un peu plus mou, mais pas nécessairement très mou, ce sont des bois très nobles. Okay. Ça appartenait à Eugénie? Non, ça appartient pas à Eugénie. Mais c'est à ce qu'il se portait à l'époque? Ou bien pourquoi vous avez mis ça sur... Plutôt plus moderne. Plus moderne. Mais pourquoi... Plutôt plus moderne, plutôt dans l'époque d'Eva. Mais ça c'est l'époque d'Eva. Ça, c'est l'époque d'Eva. L'époque d'Eva. Maintenant, on en trouve encore aujourd'hui on en trouve encore aujourd'hui. Mais, OK. En tout cas, on ne dira pas ce qui se passe dans les domaines bleus. Et derrière, c'est un costume de M. Thomas. Oui. Ça, c'est vraiment ce qu'il a porté. Ou c'est pour représenter... On suppose que c'est lui qui l'a porté. Ah, il s'habillait bien avec une cravate vraiment. Mais il faut penser que les gens avant, ils étaient plus... comment je dirais ça? Plus fiers. Okay. Ou la fierté est différente aujourd'hui. On passait des gens qui étaient tout le temps super bien habillés, même pour le travail. Ils portaient... des linges, il n'y avait pas autant de linge que nous, mais la fierté, il était là. Quand on allait à l'église, quand on allait parler au notaire ou au médecin, on s'habillait pour ça. C'est pendant qu'aujourd'hui, on met presque n'importe quoi pour y aller. On n'a plus la même culture. On a un valet, c'est un valet des années 50. C'est des années 40-50, donc à la fin de vie de M. Burin. Mais à l'intérieur, on peut voir, pour soutenir ses manchettes, les manches de la chemise, et les boutons de chemise, c'est pour soutenir la cravate. Wow. Ouais. Vraiment équipé. Vraiment équipé. Et on arrive à une pièce qui fait beaucoup de questions, beaucoup de débats, c'est la salle de bain. Pourquoi ça fait des débats et des... Ça fait parce qu'en 1906, avoir une salle de bain à l'étage dans ces maisons, c'est pas évident. C'est pas évident à l'étage. À l'étage, il faut pomper l'eau. On n'a pas l'électricité, donc l'eau il vient pas par miracle en haut. C'était une reconstruction parce que Eva, la dernière fille de Thomas Burin qui habite à la maison dans les années à la fin des années 50 ou bien au début des années 60, il fait la transformation de la pièce. Et qu'est-ce qu'on va trouver? C'est une salle de bain au goût de l'époque. Au goût de l'époque, en tout cas. Mais nous, on a récupéré les pièces et on l'a mis. Qu'est-ce que ça pourrait être en 1906? C'est sûr que c'est une reconstruction idéale. C'est pas... On sait pas exactement comment c'était. Ça date de l'époque aussi. C'est de l'époque, ça marche. Donc ça, c'est tirer la chasse. Et ça marche très bien parce que... Ça représente vraiment tirer la chasse. C'est vraiment tirer la chasse. De tirer la chasse. C'est vraiment ça. Voilà. Merci Nathalie. Ça me fait plaisir. On va visiter l'extérieur maintenant. Oui. On est dehors et comme je vous avais présenté au début, on est juste en face de l'église. Donc ça nous donne aussi l'intention de M. Burin. C'est pas seulement de rester dans le village, sinon dans un des endroits plus importants dans le village. Juste en face de l'église, moi je dis souvent, c'est probablement qu'il voulait monter au ciel le plus vite possible. Donc c'était notre route. C'était notre route. Bon, qu'est-ce qu'on voit? C'est la maison édouardienne, mais avec un composant typique de la colonisation. Une maison carrée, mais envahie à le style édouardien. Donc, un style postérieur à la Reine Victoire. Ça durait à peu près 10 ans et ça nomme édouardien car dans
l'architecture anglaise, c'est le nom du roi ou de la reine qui va faire le style. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est une disposition symétrique au niveau des centres de la maison. Donc, la fenestration en double hauteur, autant dans le premier étage que dans le deuxième étage, et qu'on peut reproduire à peu près dans les portes. Là. Il y a toujours en double hauteur dans la porte d'entrée que dans les balcons. On voit que toute la maison est entourée de chênes. Ça a été planté à l'époque de... C'était planté à l'époque, donc ce sont des chênes centenaires. Parce qu'il y a c'est bien fait symétriquement, ça a été fait avec beaucoup d'intelligence. Ça a été fait exprès pour ça. Pour ça. Ah, le jardin, il est vaste, il est très grand derrière. Oui. Il faut dire qu'en 1906, M. Bruyn va acheter un lot que ça l'a coûté $600 de l'époque. $600 de l'époque. Oui, mais à prix de vente d'aujourd'hui, tel qu'elle est située, serait beaucoup plus cher. La petite maisonnette que vous voyez là, c'est une maison de colonisation, la première maison que doit construire les gens en arrivant au Témiscamingue. Donc, normalement, c'est un homme qui va venir et qui va acheter un lot de terre. Et la première chose qu'il va faire, c'est cette petite maison. C'est une maison surtout pour dormir. Dans les 3 premières ans, il faut apporter sa femme. S'il n'a pas une femme, il faut la trouver parce que c'est un terrain pour les gens mariés, pour la famille. Pour la famille. Parce que l'intention, c'est de ne pas faire la spéculation, sinon la colonisation. Donc, imaginez-vous, vous arrivez avec votre jeune femme et vous le présentez, chérie, voilà la maison que j'ai construite pour toi. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va dire? Merci, chérie, c'est une très belle maison. C'est ma vie chez moi. Je retourne avec ma mère. Vous avez 5 ans pour faire les grains, pour défraîchir la plupart des choses et commencer. C'est à partir de là que vous pouvez commencer à vendre les bois ou c'est même vendre les terrains si vous ne voulez pas rester. Mais c'est dur parce que normalement, dans ces 5 ans, vous allez avoir peut-être 3, 4, 5 enfants. Peut-être vous avez déjà eu. Donc, c'est difficile de changer quand la famille grandit. Et c'est là, c'est notre saïeul de colonisation qui ont commencé à faire ça. Très grand espace. Nathalie, on est quasiment à la fin de cette belle visite au domaine Bruyn, je me répète, mais en tout cas, on a pris du plaisir à passer ces quelques minutes, on dira, avec toi. C'est sûr que ça fait long, mais on a appris tellement de choses. Je trouvais le temps très court parce que tu nous as relaté l'histoire de Thomas Bruyn comme si tu avais vécu avec lui, avec sa famille. On est presque famille. Il est de ta famille aujourd'hui. Tu nous l'as très bien relaté. En tout cas, merci énormément. Merci. Un message à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo et qui veulent visiter le domaine Bruyn, qui hésitent encore, de partout dans le monde entier, peut-être des Québécois, des Canadiens. C'est surtout, on a une bonne équipe. La maison est d'origine. Tout ce qu'il y a, ça appartient à l'époque et à la famille. Quand on est là, on se laisse transporter dans un autre moment de l'histoire, mais aussi on réalise comment ça a été dur, la vie, au début du 20e siècle pour le développement de Témiscamingue et qu'est-ce que on va dire les politiques ou les gens de l'époque ils voulaient faire. C'est pourquoi ils voulaient conquérir cette partie du territoire et comment aujourd'hui ils peuvent conquérir le cœur de notre visiteur. Merci Nathalie. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de la visite au domaine Bruyn. On a pris du plaisir à partager ces instants avec vous et on espère que vous serez encore présents avec nous dans les prochaines émissions, les prochains épisodes. C'est sûr qu'on vous fera découvrir d'autres espaces, d'autres lieux de l'Abitibi-Témiscamingue. D'ici là, portez-vous bien. Aniel Kono au micro, Israël Goli à la caméra et à la réalisation. On se retrouve très prochainement. À bientôt. Bye bye. Un petit coucou. Allez, au revoir.